Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors ici à Toulouse, on est dans la période qui s'appelle le début d'automne. Alors on va voir à quoi correspond cette période pour le potager. Et puis je vous montrerai comment j'organise mes cultures pour continuer à avoir des récoltes en automne et en hiver. Alors la période de début d'automne, c'est en quelque sorte une période charnière parce que on a encore des chaudes journées, comme aujourd'hui là, il fait entre 25 et 30 degrés, et des nuits qui commencent à fraîchir un petit peu, qui ne sont pas franchement froides, mais autour de 12-13 degrés. Il y a les jours qui raccourcissent nettement aussi, là on perd 2 à 3 minutes de soleil par jour et ça commence vraiment à se ressentir. Alors au niveau des repères qu'on peut voir dans la nature autour de nous, cette période de début d'automne, par quoi elle se caractérise? Eh bien on peut voir les noisettes qui arrivent à maturité, les premières pommes et les premières poires aussi qui commencent à être mûres, et puis au niveau des fleurs dans les prés, eh bien les colchicks bien sûr. Alors dans les potagers, qu'est-ce qu'on a? On a les dernières grosses tomates qui finissent de mûrir. Là, on a un exemple là avec ces tomates ananas là qui sont vraiment extraordinaires. Là, j'en ai d'autres ici derrière. Là, c'est une autre variété tricolore là qui porte bien son nom d'ailleurs parce qu'elle est à la fois rouge, orange et jaune. Vraiment un vrai régal. D'autres cultures se terminent également comme les haricots nains, les concombres qui avaient été plantés en début de saison, les courgettes aussi pour certaines qui ont fini leur cycle. Et du coup, ça nous arrange bien parce que tous ces légumes qui s'en vont, ça va libérer de la place pour pouvoir installer les cultures d'automne et d'hiver, donc des légumes comme les épinards, la mâche, certaines laitues. On va voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Là, on est dans la partie de mon potager qui est la moins bien exposée au soleil. Alors, elle reçoit un petit peu le soleil le matin, ensuite c'est à l'ombre de la maison, et puis de nouveau le soleil l'après-midi. Alors, j'y mets des légumes qui n'ont pas besoin d'énormément de soleil, comme les pommes de terre ou les courges, contrairement à l'autre moitié, là, elle, qui est plus ensoleillée, et où j'y fais pousser les tomates et compagnie. Alors, comme la surface du potager n'est pas extensible, là on a une cinquantaine de mètres carrés à peu près au total, eh bien j'essaye de faire plusieurs cultures au même endroit successivement. Et donc là, sur cette moitié, j'y fais pousser à la fois des pommes de terre et puis j'enchaîne sur les courges qu'on voit là. Alors les pommes de terre, je les sème autour du 1er avril, entre le 1er et le 15 avril, et je sème les variétés les plus précoces au bout, là, le long du bord. Et ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Je les récolte à peu près fin juin, et au même moment, je plante ces courges-là, qui sont donc plantées beaucoup plus tardivement que ce qu'on planterait d'habitude. D'habitude, on les planterait autour de la mi-mai. Et donc les courges, après, eh bien, elles avancent petit à petit vers le soleil, vers le sud par là. Et moi, je récolte les pommes de terre, pareil, au fur et à mesure. Donc là, j'ai tout récolté, y compris ici. Et normalement, chaque année, eh bien, les courges sont beaucoup plus développées que ça. Là, on est fin août, elles arrivent jusqu'au bout de la plate-bande. Et là, on voit qu'elles n'en sont qu'à la moitié à peu près. Alors, je pense que c'est dû, une fois de plus, au temps très maussade qu'on a eu cette année, exceptionnellement pluvieux là en juin et une partie du mois de juillet. Et ce qui a fait que ce manque de chaleur aussi a fait que les courges se sont développées moins rapidement que les autres années. Et donc un autre critère pour faire ce que je fais là, c'est-à-dire planter des courges de manière tardive, eh bien donc faut être dans une région avec des automnes assez doux et assez longs, comme ici à Toulouse c'est notre cas. On a des très beaux étés indiens, et aussi il faut choisir des courges des variétés à petits fruits. Je vais vous montrer après en gros plan. Alors l'avantage des variétés à petits fruits, eh bien c'est que les fruits arrivent plus vite à maturité. Donc comme ça, en les ayant plantés tardivement, eh bien, ils arriveront à maturité d'ici la fin de l'automne, juste avant les premières gelées, fin octobre, début novembre. Une condition pour réussir ces cultures de courges tardives en décalé, c'est d'utiliser des variétés à petits fruits. Alors je vais vous montrer les variétés. Donc là, on a une courge, c'est un patidou. Donc vous voyez, il fait un peu plus que la taille de ma main, donc ce qui reste assez petit pour une courge. Et puis sinon, une variété que j'adore, qui est très bonne pour farcir, faire des portions individuelles, c'est la courge Jack B. Little, qui elle est plus petite que ma main, vous voyez là,
Et donc ça c'est très bien pour faire des parts individuelles. Et une autre variété que j'ai mis, alors là on va faire le tour, c'est une courge japonaise, courge Hokkaido, qui a la peau verte. Voilà, il me semble qu'il y en a une par là, si je me souviens bien. Ouais, donc celle-là, elle est un petit peu plus grosse, mais pas énorme non plus. Et c'est la première année que je la fais, il paraît qu'elle a une chair vraiment très très parfumée, très fondante. Ah, et j'allais oublier, j'en ai une quatrième que j'essaye pour la première fois cette année aussi. Voilà, qui a une forme un petit peu bizarre, là, vous voyez. Hein, c'est quand même pas mal ça. Eh bien, ça s'appelle une trompe d'Albenga. Donc c'est une sorte de courge en fait qui est entre une courge et une courgette. Alors je vais en cueillir une pour vous montrer ça de plus près. Voilà, vous voyez, elle n'est pas complètement coupée. Hop. Voilà, c'est donc comme une longue courgette ou une petite courge si vous voulez. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut la manger à toutes sortes de stades de maturité. Donc là, elle est à un stade moyen, on va dire. Donc ça va être comme une courgette un petit peu mûre. Sauf que l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune graine. Parce que les graines, en fait, elles vont se stocker dans le bout. On voit le bout là qui commence à être un petit peu renflé. Eh bien, quand elle va vieillir, cette courge, quand elle va continuer à se développer, ce bout-là va grossir et va stocker toutes les graines, et le reste ne contiendra jamais aucune graine. Donc soit on le cueille au stade plus petit que ça et on le mange comme des courgettes, on peut le cueillir comme ça fait toujours comme des courgettes, ou alors on attend que ça grossisse plus, et là, ça devient comme une courge classique, où on épluche la peau qui devient dure, et c'est vraiment délicieux. D'habitude, les concombres ont vraiment beaucoup de mal à pousser chez moi. Alors déjà parce que la région de Toulouse, c'est une région avec un climat très sec. Et puis moi, comme j'arrose à l'eau de ville, j'essaye d'économiser les arrosages. Mais cette année, il faut que je vous dise que j'ai eu vraiment une année exceptionnellement bonne en concombre. Alors j'attribue ça à la météo moins chaude qu'on a eue au mois de juillet, mais surtout à la pluie qu'on a eue fin juin, début juillet. Alors je pense que vous en savez quelque chose aussi chez vous. Cette pluie là qui fait défaut les autres années ici dans le sud, cette année elle a permis un développement exceptionnel de tous ces plants de concombre. Et donc je voudrais en profiter pour mettre l'accent sur le premier mois qui suit la plantation d'un légume, pas seulement les concombres, mais pour tous les légumes. Le premier mois après la plantation, c'est vraiment crucial quand on habite dans des régions chaudes comme le sud de la France ou le sud-ouest. C'est vraiment super important de bien arroser, qu'il y ait suffisamment d'eau, parce que ça va permettre aux racines de bien se développer et d'aller profondément dans la terre. Et c'est ça qui va faire toute la différence pour la suite de l'été, où il pleuvra moins, où il fera plus chaud. Si les plantes ont la possibilité de développer un bon système racinaire, eh bien elles arriveront à capter l'eau beaucoup plus loin et elles arriveront à tenir le coup quand il fera vraiment plus chaud. Alors là, je vous montre un petit peu, j'ai mis un grillage là, qui monte à 1,20 m de haut à peu près, ce qui me permet de cultiver les concombres de manière verticale. Donc ça permet vraiment de gagner beaucoup de place au niveau du sol. Alors de ce côté-là, j'ai une variété assez longue. Ça c'est des concombres chinois en fait, avec la peau qui est un petit peu rugueuse. Après ici, vous le connaissez déjà, celui-là j'avais dû vous le montrer dans une autre vidéo, c'est le concombre miniature white. Donc c'est une variété qui est toute petite, qui est à peau blanche normalement, sauf que là on en avait tellement qu'on a arrêté de les cueillir à un moment, donc ils finissent par jaunir et ils vont faire des graines. Et puis de ce côté-là, vous voyez, c'est une variété complètement différente, c'est ce qu'on appelle un concombre brodé, à peau brodée, type sikkim, c'est un type indien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail de l'autre côté aussi ce qui pousse. Alors pour les concombres, comme pour beaucoup d'autres légumes d'ailleurs, eh bien comme d'habitude je fais des plantations échelonnées. Alors là on voit plus grand chose parce qu'il a fini de produire et j'ai déjà arraché le feuillage qui avait séché. C'est la première plantation qui avait eu lieu mi-mai et qui a commencé à produire des concombres à partir de mi-juin. Et donc de mi-juin, je sais pas, à mi-juillet, début août à peu près, donc là c'est terminé. Alors ici on a la deuxième plantation qui avait eu lieu mi-juin et qui a commencé à produire à partir de fin juillet et qui se termine maintenant. Alors c'est la variété que je vous montrais tout à l'heure là, qui s'appelle Kaiser Alexander. Et alors on peut les manger jeunes,
Ils sont verts hein, quand ils sont jeunes, ils sont très tendres. Et alors ces concombres, ils ont une propriété qui est sympathique, c'est que quand ils vieillissent comme ça, eh bien ils se conservent assez longtemps et on peut toujours les manger, ils ne sont pas amers. Il suffit de les couper en deux et puis d'enlever les pépins et ils sont encore super bons. Alors là, je vous montre cette variété, mais je précise pour chacun des trois lots des trois échelonnements de plantation que j'ai fait, j'ai semé 3-4 variétés de concombres différents. Donc on va aller voir une autre un peu plus loin. Alors là, sur cette partie grillagée, on a la dernière plantation, la troisième, que j'avais plantée donc le 7 juillet exactement, et il commence à produire à partir de maintenant. Donc là, on voit par exemple les concombres miniature white là. Donc là, ils sont bons à accueillir. Je vais le prendre, celui-là d'ailleurs, ça sera pour midi. Et donc par contre on voit qu'ils font beaucoup moins de feuillage que les premiers du début de saison, parce que là ils ont poussé pendant tout le mois de juillet, mois d'août, c'est quand même des conditions assez extrêmes pour eux. Ici dans le sud ils ont du mal, mais bon il y a quand même quelque chose à récolter, donc c'est vraiment bien d'échelonner comme ça les plantations, ça permet d'avoir des concombres pendant plus de 3 mois d'affilée. Maintenant, on va récolter les carottes que j'avais semées dans des rouleaux de papier toilette au printemps. Alors, ça va être la surprise parce que j'y ai pas touché, j'en ai pas cueilli une seule. J'attendais de le faire avec vous, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Mais avant ça, je voulais vous redonner un petit peu le contexte là, de pourquoi j'ai fait cette expérience. En fait, ma terre, elle est argilo-limoneuse et elle a le défaut d'avoir des particules très grossières, ce qui fait que les semis de carottes ont vraiment beaucoup de mal à venir dans ce genre de terre. Même si je prépare un lit bien fin avec du terreau et tout ça, il n'y a pas moyen d'avoir une belle levée de carottes. Alors j'ai voulu faire une expérience en semant des graines de carottes dans des godets. Mais le problème des godets plastiques, c'est au démoulage. Il y a vraiment de grands risques de briser la racine. En fait, les carottes, c'est une racine unique qui est très très fragile, c'est pas comme les autres légumes. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme godet qui se dégrade dans le sol et surtout qui soit assez haut pour contenir une racine allongée. Et c'est là que je me suis dit que j'allais essayer de semer des carottes dans des rouleaux de papier toilette. Alors j'ai fait plusieurs semis échelonnés, le premier au mois d'avril, et puis un au mois de mai, un au mois de juin. Et celui qu'on va regarder là, c'est celui du mois de mai. Et j'ai semé à chaque fois 3 variétés différentes pour comparer. Alors là, on va aller à la première, c'est la nantaise. Alors la carotte nantaise, c'est une carotte cylindrique qui est demi-longue. Alors voyons ce que ça donne. Voilà, bon, elle n'est pas très longue, mais elle a quand même une belle tête. Alors maintenant, on va voir la deuxième variété, qui est la carotte rouge sang. Donc la rouge sang, c'est une carotte de type chantenay, qui est conique, qui est assez courte et qui vient bien pour les terrains lourds, hein, en fait, bien adaptée aux terrains lourds. Et on va regarder de ce côté. Voilà, bon, là, c'est pas terrible, hein, elle fait même pas la longueur d'un doigt. On va aller voir sa voisine, ce que ça donne. Bon, là c'est guère mieux, c'est plutôt de la taille d'un radis en fait. Alors on va voir la troisième variété. Alors là je vois des beaux feuillages déjà, donc c'est signe que ça devrait être un peu mieux. Donc là c'est la variété Oxella, et Oxella c'est pareil, c'est une type chantenay. Alors voyons voir celle-là. Voilà, là c'est déjà mieux, donc on a une carotte qui est conique, hein, comme les types chantenay, ce qui est normal, bien épaisse en haut. Je vais cueillir sa voisine pour voir ce que ça donne. Ah. Voilà, pareil, là, un bon calibre. Bon, elles sont pas très longues, hein, j'aurais espéré un petit peu plus longues, mais bon, c'est déjà pas mal hein, pour des carottes qui ont été semées, non pas en pleine terre, mais en rouleau. Et on va voir l'année prochaine si on peut améliorer la technique d'une manière ou d'une autre. À Toulouse, on a des fins d'été et des débuts d'automne qui sont vraiment chauds encore. Là, aujourd'hui, on est le 21 août, là, le jour où je tourne cette séquence, et on a encore des 30-31 degrés dehors. Du coup, avec des températures pareilles, c'est vraiment pas évident de faire germer toutes les petites graines pour les légumes d'automne, parce qu'elles ont vraiment du mal à germer quand il fait trop chaud. Alors la solution, c'est de ressortir les caisses Ikea, les éclairages à LED, comme si on était au début de l'année, là, en février-mars, et de faire germer ces graines à l'abri dans la maison, dans une pièce bien fraîche.
Donc là, je me mets dans une petite salle de bain qui est orientée plein nord et où la température dépasse pas les 22 degrés, et ce qui permet à toutes les graines de germer parfaitement et très rapidement. Alors pourquoi est-ce que je sème pas tous ces légumes en pleine terre? Eh bien pour plusieurs raisons. Donc déjà, actuellement, toutes mes parcelles au potager, elles sont occupées par des cultures en cours de croissance. Donc d'ici que ces plants soient prêts, dans un mois à peu près, la surface va se libérer. Je pense à des haricots ou des concombres par exemple, qui vont terminer de produire. Une autre raison, c'est pour éviter les soucis avec les limaces et les escargots, parce que là, avec les nuits fraîches là, qui commencent à arriver, eh ben, il y a toute une population de limaces et d'escargots qui vont ressortir à la fin de l'été. Et surtout, la principale raison, c'est que ça me permet de contrôler l'environnement, contrôler la température, la lumière, ce qui va permettre à toutes ces graines de germer, et surtout d'éviter de griller au soleil. Alors qu'est-ce que j'ai semé? Eh bien d'abord j'ai semé toutes sortes de salades d'automne. Donc on a des chicorées, des scaroles, des laitues, de la mâche. Ensuite des épinards bien sûr qui sont là. Et puis aussi des radis, vous savez les gros radis noirs d'hiver. Alors les radis, c'est comme les carottes. Je les ai semés dans des rouleaux de papier toilette, voyez-vous. Et là ils sont bien sortis. Donc une fois que toutes ces plantules seront assez grandes, ce qui va être le cas là d'ici quelques jours, je vais pouvoir les sortir à l'extérieur à mi-ombre et elles craindront déjà beaucoup moins le soleil. Alors c'est pas tout, j'ai encore semé d'autres choses. Ça en fait ce sont un peu des tentatives. Je ne sais pas si ça va marcher, ça va dépendre de l'automne. Est-ce qu'on va avoir un bel automne ou pas? En tout cas, moi j'ai noté que ces dernières années, on avait des fins d'été et des automnes extrêmement chauds. Alors je ne sais pas si c'est dû au dérèglement climatique ou quoi, mais du coup ça vaut vraiment le coup de tenter des légumes un petit peu en forçant la saison, dont notamment des choux. Alors là j'ai semé toutes sortes de choux. Il y a des choux brocolis, il y a des choux raves, des choux paumés, mais des variétés rapides là, qui pomment en 3 mois. Et on a aussi, ils sont où, des fenouilles, parce que chez moi en été c'est impossible d'avoir des fenouilles, ils montent directement en graines. Et on a aussi des petits pois qui sont là, et des haricots nains. Alors ça va être le dernier semis de la saison. Voilà, donc là ils sont en train de germer. Et si ça se passe bien, eh bien je pourrais faire les dernières récoltes de haricots vers la fin octobre, juste avant les premières gelées. Je voulais vous montrer quelques exemples de cultures échelonnées que je fais. Alors là, on va voir au sujet des courgettes. Alors des courgettes, en fait, j'en plante 3 pieds. Alors ça, c'est le premier pied que j'avais planté fin avril. Et là, on voit qu'il est complètement séché. Il a terminé de produire depuis un petit moment. Là, je vais bientôt l'arracher pour planter autre chose. Et c'est un pied assez compact. On voit, il occupe moins d'1 mètre carré au sol. Alors je me souviens plus exactement quelle variété c'est, mais c'était une variété allongée, je crois. Alors on va passer au deuxième pied maintenant. Donc ce pied-là, je l'ai planté 1 mois plus tard, donc fin mai. Et cette fois, c'est de la ronde de Nice comme courgette. Alors là, celui-là, il s'est vraiment étalé. Il fait au moins 3-4 mètres carrés. Et alors là, c'est pareil, il a fini de produire il n'y a pas tellement longtemps. Et on voit que les feuilles commencent à être attaquées par l'oïdium là. Donc là, ça ne sert à rien de traiter parce que c'est un plant qui est en fin de vie. C'est un plant âgé, donc c'est normal qu'il attrape des maladies. Il est en train de finir son cycle. Et je vais vous montrer le 3e plant. Alors là, on va aller à l'autre bout du jardin. Voilà, le 3e plant, il est là dans le petit rectangle de potager qui avait le bois enterré. Là, je parle pour les connaisseurs. Et donc, c'est un plant de courgettes ronde de Nice aussi. Celui-là a été planté début juillet. Et on voit que les feuilles sont en pleine forme, il n'y a pas de traces d'oïdium. Et si on regarde au niveau de la production de fruits, voilà, on voit qu'il y a déjà là 3 courgettes en formation qui vont bientôt être mûres. Alors les rondes de Nice, il ne faut pas attendre trop longtemps pour les cueillir, sinon elles sont trop aqueuses dedans. Il faut les prendre quand elles ont la taille d'une balle de tennis, ce qui est le cas de ces 3-là. Donc je vais pouvoir les récolter très rapidement. Alors c'est pareil pour les haricots verts, les haricots nains. Je fais plusieurs semis échelonnés, à peu près un semis toutes les 3 semaines, sauf quand je pars en vacances. Et alors, comme le haricot nain, il met 2 mois à produire entre le semis et la première récolte. Donc ceux-là, on est début septembre, donc c'est que je les avais plantés début juillet.
Et on voit donc il y a plein de fleurs bien sûr parce qu'ils sont en pleine production. Et surtout il y a les haricots, les gousses là qui vont être bonnes à récolter là. Je vais m'y coller là demain normalement. Alors si on avance dans le temps, on va voir la plantation suivante qui avait eu lieu il y a un mois, donc début août. Et là on voit qu'ils sont nettement plus petits, ils n'ont pas encore autant poussé. Il n'y a pas encore de fleurs parce que c'est pas le moment et donc ils vont pouvoir prendre le relais dans 2-3 semaines, 2 semaines plutôt, quand les autres là-bas auront fini de produire. Et puis le semis le plus récent que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Voilà, ça fait une semaine que je les ai mis en terre, ceux-là. Donc je les ai semés fin août, plantés 5 jours après. Je vous rappelle que je sème tout en godet pour éviter les problèmes de ravageurs, de levée, etc. etc. Et donc ceux-là, plantés tout début septembre, ils devraient donner 2 mois après, donc ça fait fin octobre à peu près. Alors c'est un peu risqué parce que je ne sais pas comment va être l'automne, ça se trouve ces haricots vont pas arriver à mûrir, mais bon, moi je vois ça comme un jeu un petit peu, il faut tenter hein, si on veut avoir des résultats. Et alors j'ai choisi la variété la plus rapide à pousser qui existe au niveau des haricots nains, qui est la variété Contender. Alors je les ai pas semés en ligne cette fois, mais je les ai semés en bloc. Vous voyez, ça fait un rectangle. Et ça, la raison, c'est parce que comme ça, je pourrais facilement les couvrir avec un voile de forçage pour rater un petit peu la maturation. Et ce voile de forçage, je l'installerai quand les températures de la journée baisseront en dessous d'une vingtaine de degrés. Ici on a une plate-bande avec uniquement des choux. Alors je suis très content de ce voile anti-insectes là que j'avais posé au printemps, même s'il y a eu un petit souci comme vous voulez le voir là, je vais y venir. Mais ce voile il a permis pendant le printemps et le début de l'été de protéger ces choux de 2 prédateurs qui sont vraiment très féroces ici. C'est les altises d'une part, et les petites puces noires là qui font des petits trous qui perforent les feuilles. Et la première génération des pierrides, les pierrides vous savez c'est les papillons blancs qui ont un point noir et après qui se transforment en chenilles, enfin qui pondent des œufs plutôt, qui éclosent et qui font des chenilles qui sont très voraces sur les feuilles des choux. Donc ça a très bien marché jusqu'à il y a une semaine où j'ai voulu tirer un peu et ça s'est craqué, vous voyez ça se déchire comme du papier. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un filet anti-insectes de mauvaise qualité. Celui-là, je l'avais acheté en jardinerie, donc c'est une marque quelconque. Et donc, à l'avenir, je ferai attention d'acheter mes voiles anti-insectes sur un site pour professionnels. Je ne sais pas encore lequel, mais il va falloir que je m'occupe de ça. Et donc, du coup, ce chou-là, qui est un chou kale, chou frisé, il en a profité pour continuer. Alors je précise que c'est pas lui qui a arraché le filet. Hein. Quand le filet s'est déchiré, il était haut comme ça à peu près. Et là depuis, il a grandi. Donc de toute façon, le filet, il aurait fallu que je l'enlève. Mais donc maintenant, ce qui se passe là, début septembre, c'est la 2e génération de la pierride qui commence à circuler. Donc on voit des papillons blancs un petit peu partout qui pondent leurs œufs. Et donc là, comme les choux ne sont plus protégés par le filet, eh bien je suis obligé tous les jours de faire une petite inspection des feuilles pour voir si le papillon blanc n'a pas pondu ses œufs. Alors pour voir si la pierride a pondu des œufs, eh bien c'est simple, il suffit de retourner toutes les feuilles une par une, parce qu'en général elles pondent sur l'envers des feuilles. Ah tiens là, voilà, vous voyez le petit amas jaune là? Là il y a au moins une 50aine d'œufs, et donc avec l'ongle je les enlève. Voilà, ça va très vite, sauf qu'il faut faire le tour régulièrement. Et je me rends compte aussi en inspectant les feuilles qu'il y a pas mal de mouches blanches. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Là, ça volette un petit peu. Là, il y a des petits points blancs sur l'envers des feuilles et plein de petites mouches là qui volettent. Alors ça, ce sont donc des mouches blanches qu'on appelle aussi des aleraudes. Alors pour l'instant, je vois qu'elles ne font pas de dégâts apparents sur le chou. Donc je vais rien faire, mais si ça devenait trop problématique, eh bien ce que je ferai une pulvérisation au savon noir pour les enlever.
En fait, il y a tellement de sortes de choux différents que si on se débrouille bien, on peut en avoir toute l'année. Alors là, par exemple, je soulève le voile. Ici, on a un chou pointu express qui avait été planté fin avril. En fait, je les ai déjà tous récoltés. C'est comme son nom l'indique, express, ça veut dire qu'il pousse vite. Là, il m'en restait juste un que j'ai laissé pousser pendant l'été. Je l'avais gardé pour vous montrer. Il était encore beau il y a 3 jours, mais là, je vois qu'il a été complètement atteint par la pourriture, là. Donc, tant pis, j'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû le manger plus tôt. Alors pour l'été, eh bien, je mets des choux raves. Alors le chou rave, c'est un chou qui pousse vraiment très vite. On peut le récolter 2 mois après le semis. Donc ceux-là ont été semés fin juillet. Et vous voyez, ils grossissent bien là. Il va devenir gros comme un pamplemousse. C'est la variété Zuckerschmelz. C'est un chou rave qui ne durcit pas quand il grossit, du moment qu'on l'arrose bien, bien sûr. Et alors j'en fais au printemps et donc j'en fais aussi en été. Et ensuite, pour l'hiver, je fais d'autres choux qui sont le chou frisé ainsi que le brocoli à jet, qui sont des choux qui résistent parfaitement au gel et qui font des... Alors celui-là, le chou frisé, il se récolte feuille à feuille, donc c'est pratique quand on veut des petites quantités. Et le brocoli à jet, lui, eh bien, il fait des sortes de jets violets assez petits qui sortent fin février, début mars à peu près. Alors toujours pour l'hiver, c'est le semis que je vous avais montré là. Ici on a à nouveau des choux raves, des choux pointus express et un essai que je vais faire qui sont des brocolis. On va voir ce que ça donne. Donc là ils ont été semés fin août et donc je vais les repiquer dans des godets assez vite et dans 2-3 semaines ils seront bons à planter. Tous les choux que vous voyez là, ce sont des choux qui poussent bien en région sèche. Mais si vous êtes sous un climat plus humide, un climat où il pleut beaucoup, ben vous avez beaucoup plus de choux à votre disposition. Vous avez tous les choux paumés, les choux rouges, les choux blancs qui font des grosses têtes là, les choux de Milan aussi qui ont une peau plus gaufrée. En fait, il faut savoir que le chou, c'est une plante qui n'aime pas la sécheresse, c'est une plante qui aime bien l'humidité, la pluie, tout ça, donc c'est un légume du Nord. Alors moi ici à Toulouse, eh ben, je fais comme je peux avec des variétés qui vont bien. Alors je me suis mis au pied de cette amarante queue de renard pour conclure cette vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses qui vous permettront de mieux s'organiser dans votre potager. Je vais terminer avec une citation de Toulouse-Lautrec. Alors c'était un peintre de la fin des années 1800. Alors il disait « L'automne, c'est comme le printemps de l'hiver ». Et moi je trouve que c'est une phrase qui s'applique très bien au potager, parce que l'automne, on peut considérer ça comme un deuxième printemps en fait, et on peut en profiter pour lancer tout un tas de cultures qui vont pousser donc en automne et en hiver, comme des laitues d'hiver, des radis, de la mâche, des épinards, et j'en passe, et ça dans toutes les régions de France. Alors j'espère que vous allez vous mettre à faire des cultures d'automne, si vous ne le faites pas déjà. Et dans ce cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez prévu d'avoir dans votre potager cet automne. N'oubliez pas de préciser votre région. Et bien tout ça, ça permettra à chacun de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est toujours très intéressant. Voilà, c'était Nicolas du site Potager Durable. Je vous dis à très bientôt. Salut!